Salut à tous. Alors aujourd'hui c'est vidéo un peu spéciale. Je suis pas chez moi, je suis dans un mare risicole en Camargue. Je tenais à vous présenter l'irrigation du riz parce qu'en ce moment c'est l'activité principale de l'exploitation où je me situe. Et au passage je vais vous présenter le tracteur qui est derrière moi, un tracteur Newland T515 monté sur chenilles. Les chenilles qui ont été fabriquées et conçues par le propriétaire de l'exploitation. Je vous fais voir tout de suite. Et donc du coup on se retrouve devant le tracteur monté sur chenille, donc un T5 115 de 115 chevaux électrocommande de chez Newland. Il est équipé d'un GPS Trimble, donc pour la précision c'est génial. Ça permet de suivre des tracés bien rectilignes. Et puis le tracteur là il est monté sur le pulvé Amazon qui doit faire 2200 litres si je dis pas de bêtises en 24 mètres. Donc grand pulvérisateur mais qui est très utile pour faire les 240 hectares que compte l'exploitation. Donc le tracteur a été monté sur chenille en 2017 parce que il n'a pas, en fait, les roues squelettes ou même les roues étroites, ça commençait vraiment à être pénible pour l'agriculteur. Il s'en sortait pas, à chaque fois le tracteur s'embourbait ou des bêtises comme ça. Même en essayant d'alléger le tracteur, ça allait pas. Du coup, ils ont pris la grande décision de le monter sur chenille. Donc chenilles qui ont été faites fait maison, avec des pièces de récupération. Même le barbotin moteur, ça n'a pas été fait maison, ça a tout été récupéré avec des soudures qui ont été faites et tout. Et du coup là, la chenille elle repose sur cette barre là en fait. Là ici il y a le tendeur. Et du coup, pour tendre la chenille, pour éviter qu'elle soit trop détendue, là, vous voyez là elle est bien tendue, j'arrive pas à la bouger à la main. Et donc du coup l'espèce de barre où la chenille repose en bas, ici il y a un axe qui vient se greffer juste en dessous de l'entraînement moteur pour éviter en fait que le barbotin moteur ne se retrouve coincé ici, parce que s'il n'y avait pas le maintien juste ici, en fait le barbotin moteur serait coincé, ça pourrait pas tourner. Donc les chenilles ou l'autre chenille c'est pareil. Ici on est sur des pneus Rocrop radial qui sont en 230 95 R44. Donc des pneus vraiment grands, mais qui sont très utiles quand même, et surtout très fins pour éviter de faire le moins de dégâts possible dans la culture. Ici des masses. Alors ici de base, il y a des masses ici. Il y a 10 masses qui fait de 40 kg chacune. Du coup ça fait dans les 300 kg, mais le tracteur était trop léger, donc en fait il y a eu en fait on lui a monté, on lui a greffé un autre porte-masse ici avec des masses qui ont été récupérées sur un tracteur Ford. Donc ici il y en a 8 de masses qui font 37 kg chacune, et ça en arrive à faire remonter le poids en masse à peu près 700 kg, donc ce qui commence à faire pas mal. Mais ce n'est pas suffisant, le tracteur manque encore d'adhérence. Le tracteur est même un petit peu trop petit. Ici, le pot d'échappement a été modifié parce que quand la roue elle tourne, ça venait toucher en fait le pot d'échappement. Du coup, ils l'ont modifié, ils ont coupé le pot d'échappement à la base parce que d'habitude il montait jusqu'en haut du tracteur. Ils l'ont coupé, ils ont mis un coude à la place. Et maintenant la roue peut passer tranquillement sans toucher le pot d'échappement. Ici, le cache batterie, vous pouvez voir d'habitude il y a le marche-pied, mais c'est pareil, le marche-pied il était monté de base, mais il frottait contre la chenille, donc du coup il a été démonté, puis de toute façon la porte elle est condamnée parce qu'il y a tous les équipements GPS de ce côté. Ici du coup le tracteur est attelé sur le pulvérisateur, donc un Amazon UG 2200 Super, qui doit faire 2200 litres si je dis pas de bêtises, avec des pneus qui sont très grands et fins, donc de même marque, Rocrop radial. Est-ce que j'ai retrouvé la mesure, 270 95 R54. Donc du coup le pulvérisateur, je ne sais pas de quelle année il est. Voilà, je crois que je l'ai, l'année du pulvérisateur, 2013. Donc le pulvérisateur est de 2013. Le montage des chenilles date de 2017. Et le tracteur en lui-même, je ne sais pas en quelle année il a été acheté. Je crois que c'est en 2015 ou en 2016. Donc voilà, maintenant on va aller faire un tour, voir l'irrigation du riz.
Donc ce tracteur, ne sert pas que à faire des traitements. La plupart du temps, il est accroché au pulvérisateur, donc du mois de juin à la fin du mois d'août, au mois de juin pour réaliser les herbicides et puis au mois de d'août pour réaliser les fongicides et parfois les insecticides quand cela est nécessaire. Après, il effectue les travaux du semis de riz, donc il n'est pas monté sur chenille, il est monté avec des pneus larges. Parce que les chenilles, c'est pour être un peu plus rapide, on utilise des pneus larges et on les met en basse pression, comme ça au moins on perd un peu moins de temps parce qu'avec les chenilles on doit pouvoir rouler qu'à 15 km/h sur la route. Donc du coup, l'agriculteur préfère utiliser une paire de roues grandes et basse pression pour semer le riz. Après, pour le mois de juin, pour mettre en grain, on lui remonte ces chenilles-là. Et il utilise exactement le même épandeur qu'il utilise pour épandre l'engrais, parce que particularité en Camargue, on sème le riz non pas à sec, mais on le sème en eau avec un épandeur à engrais. Donc on le modifie un petit peu, on modifie un petit peu les réglages pour évaluer la densité de semis et tout. Et du coup après, et puis l'hiver, ce tracteur il sert aussi avec des roucages qui sont là derrière, on les voit peut-être pas bien parce qu'ils sont dans les roseaux. Il sert en roucage en fait l'hiver, alors ces roues là à l'avant, il les garde et puis à l'arrière il monte les roucages pour déchaumer dans les parcelles inondées. Donc maintenant on va aller faire un tour dans le riz puis voir comment se passe l'irrigation. Alors ici on se retrouve en plein milieu des parcelles de riz. Donc il y en a là-bas, là il y en a là-bas. Et donc en fait toutes ces parcelles elles sont, en fait c'est du riz. Donc en Camargue le climat permet du riz, enfin pas permet de faire du riz, enfin si je puis dire. C'est pas le climat en fait qui permet, on est obligé de faire du riz dans ces terres là parce qu'il y a du sel en fait. Et le sel remonte par capillarité de la nappe phréatique et du coup ça rend incultivable les terres. Et la seule façon de dessaler les sols, c'est de pomper d'immenses quantités d'eau douce dans le Rhône grâce à des grosses pompes qu'on appelle des pompes râteaux qui ont un débit de 300 litres seconde. Donc je vous mettrai un extrait. Voilà, l'eau sort ici, elle est pompée au Rhône par la pompe qui est à l'intérieur. Elle passe là et elle arrive dans le Porto pour desservir les rizières de chez Mathieu. Et donc ici on arrive aux parcelles de riz. Donc ici le riz est tépié, donc là vous voyez il y a beaucoup de mauvaises herbes, mais c'est parce que c'est vraiment en bordure de rizière et puis il y a un peu de roseau là au milieu, mais autrement ça va. L'autre parcelle d'à côté elle est un peu plus infestée parce que
Ça dépend des parcelles, le stock semencier qu'il peut y avoir dans le sol au moment du semis. Donc du coup actuellement le riz est en train d'être irrigué en fait. Donc il y a un porto qui passe au niveau de la ligne électrique. Je sais pas si vous voyez là-bas. Il y a un porto qui passe, un gros porto en terre. En fait, c'est des canaux qui ont été creusés à l'époque juste après la Seconde Guerre mondiale pour irriguer les parcelles. Donc des énormes canaux qui ont été construits qui permettent d'irriguer les terres. Et ensuite, le gros canot, il dessert d'autres petits canaux. Il y en a un autre qui est juste en dessous, donc un deuxième porto. Et ici, arrive dans le canal en béton. Et l'eau, elle est reprise par cette pompe là que vous pouvez voir. Donc elle débite aussi, hein, beaucoup. Et l'eau, elle est amenée dans cette espèce de réservoir là, où il y a différents chemins d'accès en fait. Donc ces deux trappes, elles sont fermées parce que les parcelles de là-bas, on n'irrigue pas, il y a assez d'eau dans les parcelles. Et du coup là, on a ouvert la trappe ici, cette trappe ici ce matin parce qu'il il fallait remettre de l'eau dans cette parcelle. Du coup, on a ouvert la trappe et on a mis en route la pompe. Donc ici, voici là où l'eau elle débouche. Donc ça se voit pas trop. Ah si, là-bas. J'étais pas bien au bon endroit. Vous voyez là, l'eau elle débouche ici. Et elle va irriguer la parcelle. Donc celle-ci, vous pouvez voir qu'elle est un peu plus infestée de mauvaises herbes. C'est des riz sauvages en fait. Le riz sauvage, c'est vraiment galère pour le combattre. Et ça dépend vraiment des parcelles qu'on arrive à le combattre ou pas. Donc la pompe, celle-ci, je ne sais pas combien de débit elle a, mais elle est beaucoup moins puissante que la pompe qui se trouve au Rhône, parce que en fait ça c'est juste une pompe qui sert pour irriguer quelques parcelles. La pompe qui est au Rhône que je vous ai mis en extrait tout à l'heure, elle est vraiment énorme. Et puis elle pompe de l'eau toute la journée, elle ne s'arrête jamais, même le samedi et le dimanche. Tous les jours, il faut que le porto il soit rempli parce que sans cesse on pompe dans le porto pour alimenter les parcelles. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que le porto il est sans arrêt, il y a sans arrêt de l'eau dedans. Donc du coup, ça dépend des personnes qui ont besoin de pomper. Le porto, il peut irriguer jusqu'à 2000 hectares de parcelles. Et le porto, il est vraiment énorme. Je vous le ferai voir tout à l'heure. Il a été construit, il a été creusé, pas comme un porto en béton, parce qu'un porto en béton ça aurait pas été suffisant pour contenir l'eau, parce que vous voyez là, il est pas bien profond hein, le porto. Hein. C'est juste un porto qui permet d'alimenter certaines parcelles. Mais par contre, le porto, il est vraiment beaucoup plus grand et beau la construction d'un porto en béton n'aurait pas été suffisant pour amener toute cette eau et desservir les 2000 hectares que le porto doit desservir. Donc il a été creusé en terre. Il a été creusé à même le sol et on l'a laissé en terre. Donc vous pouvez voir, la pompe elle brasse pas mal. Hein. Alors je tiens à préciser que les pompes en fait elles sont alimentées en électricité parce que franchement les pompes elles tournent vraiment beaucoup de temps dans la journée et si elles étaient elles marchaient au diesel, bah franchement ce serait vraiment galère parce que les pompes en fait ça consomme énormément d'électricité. Du coup c'est pour ça que on a préféré installer des pompes électriques et non pas des pompes qui marchent au gasoil, parce que si les pompes marchaient au gasoil, eh ben, il y aurait des frais colossaux de carburant et techniquement et économiquement l'exploitation ne s'en sortirait pas. Du coup on a préféré installer des pompes qui marchent à l'électrique. Donc l'irrigation c'est un système qui est vraiment complexe. Donc là je vous ai fait voir la pompe au Rhône, la pompe ici, les pompes auxiliaires qui permettent d'alimenter les portos en béton et ainsi d'alimenter les parcelles de riz. Et au bout des parcelles, il y a d'autres canaux qui permettent de récupérer les eaux usées qu'on appelle roubines. Elles permettent de se débarrasser des eaux excédentaires. Du coup, à chaque bout de parcelle, il y a un coude. Donc c'est un bout de tuyau qui est incliné en fait, qu'on peut incliner plus ou moins selon le niveau d'eau que l'on souhaite en fait. Donc là actuellement il y a à peu près 20 cm d'eau et le coude il est relevé au maximum pour qu'en fait l'eau elle rentre dans la rizière et elle sort en même temps.
Donc on essaye de toujours faire des mouvements d'eau au maximum pour préserver le territoire tel qu'il est, pour avoir l'herbe verte et pas ce que les riziculteurs appellent des salants. Donc des salants, c'est des terres qui deviendraient incultivables en fait. Donc je vais aller vous faire voir ces coudes. Je vais vous laisser 5 minutes, quelques minutes pardon, admirer cette pompe qui brasse l'eau. Et puis bah voilà, donc du coup on va se retrouver au bout des parcelles. Donc je tiens à préciser, juste une petite dernière précision, les canaux qu'on retrouve en bout des parcelles, ce ne sont pas des portos, ce sont des roubines en fait. La différence entre une roubine et un porto, c'est que la roubine reprend l'eau perdue des rizières pour la mettre dans le Rhône en aval, et le porto, lui, ce qui est là, ou plus loin là-bas, c'est de l'eau propre qu'on a puisée dans le Rhône et qu'on amène grâce à des pompes dans les rizières. Voilà. Donc maintenant je vais vous emmener voir les coudes en bout des parcelles. Et donc ici, je sais pas si vous pouvez arriver à y voir, le coude il est là en fait. Là, l'eau elle s'évacue pas parce que le niveau a été remis juste à hauteur dans cette parcelle. En fait, ces coudes ils servent pour la vidange des parcelles ou la régulation du niveau, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, l'eau, faut savoir que dans les rizières, l'eau rentre et sort en permanence. En fait, c'est pas tout le temps le cas, c'est selon la météo et le stade du riz. Donc là, le riz a passé le stade de floraison dans cette parcelle. Donc on maintient le niveau de l'eau. Et donc en fait, l'eau là, il s'en est évaporé depuis quelques jours. Et donc là, l'eau elle est passée juste un chouille au niveau du coude. Donc là, le coude il est réglé de façon à ce que l'eau s'évacue quand la rizière a atteint son niveau maximum. Là, ce n'est pas le cas. L'eau, elle ne coule pas à travers le coude. Mais quand on incline le coude sur le côté, eh ben, on va avoir tendance à vouloir vidanger la parcelle. Et quand le coude est incliné à fond d'un côté, eh ben, toute l'eau contenue dans la rizière va s'échapper, à condition qu'on ferme en bout la trappe qui alimente en eau. Et l'eau va s'écouler dans le canal, là, dans la roubine, pour rejoindre le canal de drainage qui se situe un peu plus loin là-bas et qui permet de ramener les eaux usagées qu'on s'est servi pour la riziculture dans le Rhône. Donc la riziculture, c'est vraiment quelque chose de spécial, c'est vraiment le niveau d'eau, faut sans cesse être après le surveiller. Donc le riz, on va le voir le matin et le soir. On fait le tour des parcelles. Donc faut savoir que sur l'exploitation, en fait, si vous voulez savoir, on est sur l'exploitation de la Sarle Benoît Riz de Canavert. Donc c'est Mathieu et Philippe Benoît l'exploitation. Donc l'exploitation s'étend sur environ 240 hectares, et je peux vous dire que 240 hectares ça commence à faire un sacré paquet à s'occuper. Et donc c'est pour ça que le riz, faut vraiment être vigilant. Donc là, la pompe que je vous ai fait voir tout à l'heure, là où on était, eh ben on l'a remis en route ce matin pour que, enfin là où à l'heure où je tourne la vidéo, on l'a remis en route ce matin pour qu'en fait on puisse alimenter des parcelles dans lesquelles il manquait de l'eau. Donc là, l'eau, ça fait quelques heures ou quelques jours qu'elle ne s'écoule plus par le coude. J'étais revenu quelques jours en arrière, l'eau elle coulait à travers le coude. Donc là, le niveau a vachement baissé, donc ils ont dû fermer la trappe en bout pour que le niveau reste stable et que le peu d'eau s'évacue. Donc là, l'eau, on maintient la lame d'eau, et puis quand l'eau va passer un peu trop en dessous du niveau, bah on rajoutera de l'eau en fait. C'est en fait l'irrigation, on la gère selon le stade de la culture du riz
et surtout pour les besoins en eau, le Porto il sert à desservir 7 propriétés. Donc les 7 propriétés, en tout il y a 2000 hectares de rizières, et je peux vous dire que 7 propriétaires pour 2000 hectares de rizières, ça commence à faire beaucoup. Donc si vous pouvez ça représente vraiment gros merde, ça représente vraiment gros en volume d'eau, si vous voulez. Donc mais en fait cette eau, on en restitue une grande partie dans le Rhône. On s'en sert mais il y a une autre partie qui s'évapore ou qui s'infiltre dans la nappe phréatique et qui permet de dessaler les terres, et puis ce qui permet des fois de faire des autres cultures comme du blé ou des melons ou d'autres cultures comme ça. Mais le souci étant que là, les terres où je me situe donc sur l'exploitation du mas de Canavert, les terres sont hydromorphes, donc elles gardent beaucoup l'eau l'hiver, donc c'est impossible de faire du blé. Si on met des cultures sèches, bah forcément on va les noyer parce qu'il y a trop d'eau. Et les périodes sèches, donc c'est-à-dire l'été où on n'a pas de pluie, et bah du coup là ça va être la nappe phréatique qui va remonter, et donc les montées de sel, et bah du coup la plante meurt. Donc la plante idéale pour la Camargue, c'est le riz. Et donc le riz, c'est la vie de la Camargue en fait, comme dit Mathieu Benoît dans un reportage. Et donc l'eau en fait, cette eau douce qu'on a puisée dans le Rhône, elle sert à dessaler les terres en grande partie, et ensuite elle sert pour le riz en fait. La grande majorité des eaux qu'on pompe dans le Rhône, en fait, le riz, il n'aurait pas besoin de toute cette eau normalement. Mais en fait, on lui met beaucoup d'eau parce que il a déjà parce qu'il fait chaud et qu'il pompe beaucoup d'eau là ces jours, et en plus de ça parce que avec les temps chauds qui courent ces jours, et ben la nappe phréatique a tendance à vouloir remonter. Donc le fait de mettre de l'eau douce par-dessus la nappe phréatique, et ben l'eau salée on la tient dans le sol vu que l'eau salée est plus dense que l'eau douce. Et donc du coup l'eau douce elle reste en surface et l'eau salée ne peut pas remonter. Du coup la seule culture qui résiste à l'eau, c'est le riz. Donc voilà, je vais vous faire voir depuis la tour de guet, donc l'exploitation sur l'étendue qu'elle peut s'étendre. Donc ici le Porto, donc là on voit pas très bien, mais si vous avez vu, vous mettez pause au moment où on le voit, on va le voir un peu plus loin, mais le Porto est vraiment bien plein là en fait, parce que les rizières ont besoin de beaucoup d'eau, donc le Porto est bien plein. Donc ici on voit bien le Porto comme il est bien plein. Alors l'hiver, faut savoir qu'il est 2 fois moins gonflé que ça. Là c'est vraiment parce qu'on est en période où le riz a beaucoup besoin d'eau. Et ici le mas de Canavert. Donc je voulais juste vous faire voir un truc. Dans cette parcelle, c'est pas bien flagrant, on voit un peu des pieds de panis, mais je vais vous faire voir dans l'autre parcelle à côté. Ici c'est vraiment pas flagrant, mais je voulais vous faire voir quelque chose au passage en rentrant au mas de Canavert. On y voit dans l'autre parcelle, c'est plus flagrant. Il y a beaucoup de riz sauvage en fait. Alors le désherbage a été fait dans les 2 parcelles, hein, exactement au même produit, aux mêmes doses, sauf que le stock semencier était vraiment important, et puis juste après le traitement, il y a des graines de riz sauvage qui se sont mis à germer, et voilà ce que ça donne en fait. La parcelle est infestée, le vrai riz il est en dessous, mais là tous les riz sauvages ont colonisé l'espace, et du coup ça va faire beaucoup de mauvaises graines à la récolte, et la moissonneuse va gronder. Donc ici vraiment là au passage aussi vite fait, je voulais vous faire voir un autre Porto en béton. Donc là il est un peu envahi par les roseaux et les arbustes, mais ça ne gêne pas la circulation de l'eau parce que le Porto est en béton. Celui-ci la végétation ne pousse pas trop dedans, donc ça va. Ici on a une trappe, donc dans le jargon rizicole on appelle ça une martelière en fait. Donc là la martelière elle est entrouverte pour que l'eau puisse passer dans le Porto et vienne ici arroser ces parcelles de riz là qu'on voit. Donc le Porto il va jusqu'au bout de la parcelle, et au bout de la parcelle il y a le tuyau qui permet d'alimenter les parcelles. Et en fait les parcelles elles sont alimentées en îlots en fait. Elles sont pas alimentées en une par une, parce que on perdrait trop de temps à ouvrir les martelières, à les fermer, tout le bazar. Donc en fait on a préféré faire des îlots de parcelles. Donc là tout le long il y a 5 parcelles, et donc le Porto il est là-bas, il continue jusqu'au bout.
Au bout, on ouvre la trappe pour que l'eau elle rentre dans la parcelle. Elle inonde cette parcelle-là et les 4 autres là-bas. Puis vraiment tout au bout, il y a la martelière qui permet la martelière ou le coude qui permet de faire partir l'eau et de la ramener aussi dans le Rhône grâce au système de drainage. Donc dans cette parcelle, il doit pas y avoir beaucoup d'eau parce que dans les passages de traitement, je vois pas beaucoup d'eau. Ouais, je vois pas beaucoup d'eau, donc la parcelle il y a pas bien y avoir trop d'eau, mais ça dépend en fait du stade du riz. Donc là, vous pouvez voir, il est épié. Et donc dans cette parcelle, elle est pas vraiment, elle est plutôt propre. Il y a quelques pieds de panis par-ci par-là ou des pieds de riz sauvage, mais celle-là, elle est quand même beaucoup plus propre que celle que je vous ai montrée juste à côté, qui était vraiment infestée de riz sauvage. Donc là, je suis au bout des parcelles que je vous ai fait voir là avec le porto tout à l'heure. Donc vous pouvez reconnaître les arbres que vous avez vus de l'autre côté quand je vous ai filmé. Donc là, j'essaye de trouver le coude, mais visiblement, je ne le trouve pas parce qu'il est caché par la végétation. Et même en allant en essayant d'y aller avec mes bottes, je n'arrive pas à le trouver. Donc, de toute façon, l'écoulement se fait quelque part par là, hein, c'est sûr et certain. Donc c'est vraiment par îlot qu'on inonde les rizières parce que ce serait trop compliqué autrement de s'en occuper parcelle par parcelle. Alors pour les petites exploitations ça se fait hein, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de surface en riz. Mais là je peux vous dire que 240 hectares s'il fallait y aller parcelle par parcelle ça aurait été vraiment compliqué. Donc celle-ci, vous pouvez voir qu'elle est pas trop infestée non plus. C'est pareil, hein, il y a quelques pieds de panis par-ci par-là ou des pieds de riz sauvage par-ci par-là, mais c'est pas méchant comparé à l'autre parcelle que je vous ai fait voir où il y avait vraiment des riz sauvages à foison. Alors là maintenant je suis sur la tour de Gué, donc une tour qui est vraiment magnifique. Donc là je suis entouré de libellules, il y en a plein à côté, c'est parce qu'elles aiment l'eau. Donc là, je suis à la tour de Gué, donc on voit toutes les parcelles de l'exploitation là-bas au fond. Et puis même tout le tour, hein, il y a des parcelles de partout. Donc c'est vrai que le métier de riziculteur, ça commence vraiment à devenir compliqué parce que bah il faut gérer l'eau. C'est pas comme le métier d'agriculteur éleveur. Alors je dis pas agriculteur éleveur, c'est tout aussi compliqué, mais le métier de riziculteur, ça commence vraiment à devenir complexe. Parce que on est en train de leur retirer des droits qu'ils avaient, qu'ils leur aidaient bien. Par exemple, on leur a interdit cette année de brûler les pailles de riz parce que c'est une pratique normalement qui était quasi généralisée en Camargue parce que les terres une fois moissonnées sont impraticables pour botter la paille de riz. Et vu que même si les moissonneuses sont équipées de broyeurs, eh ben le fait de broyer de la paille, ça fait un matelas de végétaux au sol et la paille de riz, ça ne pourrit pas. Donc on n'a pas d'autre moyen on n'a pas trouvé le choix que de la laisser en andin et de la brûler. Donc on est en train de leur retirer ça aux riziculteurs. Euh, une parenthèse là-dessus, le brûlage c'est vraiment très utile parce que ça permettait de désolé, j'ai chaud. Ça permettait en fait parce que vu qu'au passage de la moissonneuse, donc c'est la moissonneuse, elle prend 6 mètres 10 de large sur cette exploitation. Donc à l'arrière, il ressort les pailles de riz, donc en andin. Et donc vu que les adventices qui sont présents lors de la récolte, qui sont pas égrenés, et ben ça tombe derrière la machine. Et puis les mauvaises graines aussi, les graines plus légères que le riz, ça tombe au sol dans l'andin. Donc du coup, le fait de brûler les pailles, bah, ça permettait d'éliminer une grande partie des graines donc de stock d'adventices. Or, le problème qui se passe, c'est que bah, force est de constater que même si le brûlage permet de détruire une grande partie des stocks de semences, vous avez bien vu tout à l'heure qu'il y a une des parcelles qui sont encore infestées de mauvaises herbes. Mais ça, c'est pas le fait que le brûlage ne soit pas efficace, c'est qu'aux riziculteurs, on est en train de leur retirer des solutions herbicides qui étaient très efficaces jusqu'à maintenant, qui permettaient de lutter contre les triangles, les panis, les ricrodos.
Donc les riz sauvages, pardon, excusez-moi. Enfin, on appelle riz crodo dans le jargon du métier, mais on appelle plus ça des riz sauvages à bon entendeur pour que ce soit mieux facile, enfin que ce soit plus facile à exprimer pour dire ce que c'est. Parce que le riz crodo et le riz normal, c'est vraiment de la même espèce et donc pour le combattre, c'est vraiment difficile. Donc je disais qu'on est en train vraiment de leur retirer des solutions herbicides qui étaient très efficaces. L'herbicide, le Ronstar, qui a été retiré en 2018, un désherbant qui était utilisé en faux semis, qui était très apprécié, qui marchait très bien. Donc c'est vrai que ça commence à devenir vraiment pénible. Les écolos, ils sont sans arrêt sur le dos des riziculteurs. Et en plus de ça, l'eau qu'ils utilisent pour irriguer leurs terres, et ainsi avoir un paysage comme on le voit comme on le voit en Camargue là, donc des rizières à perte de vue, du verre à perte de vue. Donc si on arrête la riziculture, sans riz, sans eau douce, pas de riz, pas de Camargue. Parce qu'en fait, le sel remonte par capillarité à la surface des terrains. Et en fait, le problème qui va se poser, c'est que toutes les végétations, comme les roseaux, même tous les arbres qui bordent le Rhône, ou même dans la Camargue en entière, hein, bah, ça va finir par disparaître si la riziculture disparaît, en fait. Parce que l'eau douce, comme j'ai dit, permet de dessaler les terres et de lessiver le sel, en fait. Donc, si on continue comme ça à vouloir interdire des produits, alors oui, après c'est vrai qu'il y en a des produits qui sont vraiment toxiques et tout, donc faut trouver un juste milieu à tout ça. Mais il y a des produits comme le Ronstar qui était très efficace. Donc, on est en train de leur retirer des désherbants qui sont efficaces. On est en train de leur retirer le droit de brûler les pailles de riz. C'est un truc de fou. À un moment donné, je vais dire, si les écolos, s'ils veulent, s'ils croient que c'est comme ça qu'ils vont sauver la Camargue, c'est pas comme ça qu'ils vont la sauver. Alors, à bon entendeur, je veux bien dire qu'il y a des produits qui sont toxiques pour les organismes aquatiques ou des bêtises comme ça, mais un juste milieu. Il existe un juste milieu que les producteurs n'abusent pas de ces produits et qu'ils les utilisent de façon raisonnée, comme chez Mathieu et Philippe Benoît. Ils font 3 traitements par an, donc 2 herbicides et un fongicide. Ça suffit très bien. Voilà. Alors des fois, il faut faire aussi un traitement contre le charançon aquatique du riz. Donc ça a été le cas cette année parce que ça commence à devenir une vraie plaie aussi en Camargue. Il y a les écrevisses aussi qui a aucun moyen de lutte. Donc elles font des trous sur les bordures des rizières. Du coup, ça fait que la rizière ça sèche. Et en plus de ça, le printemps cette année, ils ont pas été trop embêtés parce que avec le confinement, les flamants roses n'ont pas été dérangés. Et ils ont resté dans leur milieu naturel. Mais quand ils sont dérangés et qu'ils viennent là dans les rizières, au moment de semer au mois d'avril, eh ben il se passe que les flamants roses adorent venir dans les rizières et du coup ils détruisent les jeunes plantules en piétinant les jeunes plants et du coup des fois les dégâts sont parfois tels qu'ils nécessitent de refaire le semis. Donc je vous laisse imaginer la complexité du métier de riziculteur. Alors moi, en tant que jeune peut-être futur agriculteur, parce que je sais pas encore, je sais pas quel avenir hein, qui va se passer pour cette filière que j'aime et que je rêve de faire depuis tout petit. Parce que si on continue comme ça, le métier d'agriculteur, on s'en sortira jamais. Franchement, c'est mon petit coup de gueule là aujourd'hui que je voulais passer parce que ce matin je suis allé faire l'irrigation avec Mathieu, donc du coup c'est ce qui m'a donné envie de faire la vidéo sur l'irrigation. Et puis je voulais pousser un peu en même temps mon petit coup de gueule par rapport à ça parce que je me dis pourquoi on vient casser les pieds aux riziculteurs. Après, oui, c'est vrai qu'il y a des riziculteurs qui sont pas respectueux de l'environnement. Mais là, je vais dire, c'est de l'agriculture raisonnée qui se passe chez Mathieu, qui se passe chez Mathieu et Philippe. C'est pas de l'agriculture qu'on met 50 000 produits chimiques. Là, il y a 3 traitements par an et quand c'est nécessaire, on fait un insecticide, donc ça fait 4 traitements.
Mais quand il n'y en a pas besoin, on fait 3 traitements, puis on met 2 fois de l'engrais. Franchement, en plus, les doses sont pas énormes. Mais je sais pas, les écolos, ils croient que c'est en faisant comme ça qu'on va sauver la Camargue. Alors voilà, c'était un petit peu mon coup de gueule que je peux reprocher que je peux reprocher à la société de maintenant, parce que franchement, ça commence à devenir vraiment lamentable et pénible de se dire que sans arrêt les riziculteurs ils sont sur le pied de guerre, faut le dire. Pour moi, moi personnellement, riziculteur, c'est un métier que j'aimerais faire plus tard. Mais force est de constater que si la filière continue dans l'état qu'elle continue là, donc à vouloir supprimer le brûlage des pailles, supprimer des herbicides, force est de constater que si la filière continue comme ça, faut le dire, ils sont mal barrés. Ce qui va se passer, c'est que ce qui va se passer, c'est que la filière va s'arrêter si tout. Après, il y a toujours des alternatives comme l'agriculture biologique. Mais alors, l'agriculture biologique, c'est une vraie plaie pour lutter contre les mauvaises herbes ou des choses comme ça. Franchement, si on arrête la riziculture aujourd'hui, bah, la Camargue va devenir un désert salé. Donc voilà. C'était mon petit coup de gueule d'aujourd'hui, parce que franchement moi personnellement, moi qui ai envie de faire le métier de riziculteur, ça me fait mal ça me fait mal au cœur, faut le dire, parce que je me dis mais en plus brûler les pailles, c'est une technique qui est traditionnelle, c'est une méthode traditionnellement employée en Camargue depuis belle lurette. euh, Bon, certes, qui rejette des gaz à effet de serre. C'est vrai que bon, brûler ça pollue, voilà. Et puis c'est vrai que tout part en fumée, mais on n'a pas d'autre moyen d'enlever la paille de riz. La paille, elle pourrit pas, même en l'incorporant au sol, elle pourrit pas, ou alors elle met des centaines d'années à pourrir. Donc la seule solution, c'est de la brûler. Et bah là, ils leur ont retiré le l'interdiction de brûler. Donc c'est quelque chose que je trouve illogique, parce que à quelques kilomètres d'ici, il y a les usines de Fos-sur-Mer, donc ArcelorMittal, les raffineries et tout le bazar. Pourquoi on vient casser les pieds aux agriculteurs ici même, donc en Camargue, les riziculteurs, qui polluent, certes, mais qui polluent beaucoup moins, je pense, quand même, que les usines de Fos-sur-Mer. Franchement, je trouve ça illogique. Ouais, franchement, il n'y a pas d'autre mot. Je trouve ça illogique. Voilà. Donc je suis désolé, j'ai parlé beaucoup de ça aujourd'hui, mais c'était vraiment le coup de gueule que je voulais pousser par rapport à ma culture de cœur que j'aimerais faire plus tard. Mais je sais pas si je pourrais rentrer dans cette filière au train où vont les choses. La filière pour moi est mal barrée. Franchement, la filière est mal barrée si les écolos continuent dans cette optique-là de vouloir essayer de faire supprimer les produits et tout le bazar. Voilà, donc bah écoutez les amis, là la vidéo va s'arrêter ici. On va se laisser sur ce magnifique paysage là que vous pouvez voir derrière moi. Donc ici le tracteur sur chenille. Est-ce que ouais, le tracteur sur chenille qui est là-dessous, que je vous ai présenté ce matin. Donc là il a pas bougé depuis ce matin, hein. Là je prends le temps de la tourner aujourd'hui la vidéo, parce que j'ai le temps de la tourner aujourd'hui. Donc ouais, franchement je voulais vraiment montrer que le métier de riziculteur, c'était pour moi quelque chose qui me passionne. Même l'agriculture en général, ça me passionne, mais le riz pour moi c'est la culture de cœur, parce que j'ai vraiment eu l'habitude de venir en vacances à Sète, donc une ville qui est à 70 km de la Camargue. Et la Camargue, j'y suis venu plusieurs fois et je suis tombé sous le charme de cette région, et je me dis mais comment ose-t-on mettre en péril une filière qui jusqu'à maintenant sert qui sert à maintenir la Camargue dans tel état qu'elle est. Donc franchement je trouve ça illogique. Enfin bon, écoutez les amis, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, ça me fera vraiment super plaisir. Et ben écoute, moi je te dis à la prochaine pour de prochaines vidéos, et sur ce je te laisse avec des petits plans
des parcelles. Et je te dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Et ciao tout le monde! Et n'oubliez pas les riziculteurs qui regarderont cette vidéo, force, honneur, courage à vous qui continuez le métier. Et, je suis à 100% avec vous pour que vous continuiez ce joli métier et j'espère vous rejoindre très bientôt.